Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, où l'on se connecte avec ceux qui font l'actualité pour aborder un problème en profondeur. Mais attention, nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Le Nil, l'un des fleuves les plus longs au monde, irrigue une bonne partie de l'Afrique, de l'Ouganda à l'Égypte. Ces flots ont constitué une source de conflits et de tensions et ce pourrait bien être de nouveau le cas à l'heure où l'Éthiopie envisage de construire 4 immenses barrages. Les guerres pour l'eau pourraient se multiplier avec l'accroissement de la population et le réchauffement climatique. La lutte pour l'eau douce dans les pays en développement est l'un des thèmes abordés lors du 6e Forum mondial de l'eau qui a lieu ce mois-ci à Marseille. Des régions comme le Sahel, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud font face à des demandes croissantes en eau du fait de leur développement. Les Nations Unies estiment qu'environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones en pénurie d'eau. D'après l'ONU, 37 conflits liés à l'eau ont éclaté ces 50 dernières années. Les ONG s'attendent à une nouvelle série de conflits si les gouvernements échouent à gérer la ruée des pays riches vers des terres arables. À présent, connecté au Caire, Hicham Kandil, ministre égyptien pour les ressources en eau et l'irrigation. Son gouvernement a pour objectif de garantir l'approvisionnement en eau de son pays grâce au Nil. Au Parlement européen, ici à Bruxelles, Judith Merkies, eurodéputée néerlandaise et vice-présidente de l'intergroupe eau au Parlement européen. Et depuis Marseille, Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau qui organise le forum à Marseille. Il préside aussi le groupe des eaux de Marseille qui est détenu conjointement par les géants français de l'eau, Veolia et Suez. Bienvenue à vous trois. La première question s'adresse à chacun d'entre vous, mais commençons par Hicham Kandil. Doit-on craindre cette tension autour des barrages que l'Éthiopie envisage de construire et de quelle manière les pays en aval comme vous pourraient-ils en souffrir ? Tout d'abord, je tiens à dire que nous soutenons la coopération et le développement dans tous les pays du bassin du Nil. Nous sommes conscients que bon nombre d'entre eux ont besoin de construire des barrages pour bénéficier de l'énergie hydraulique et couvrir leurs besoins en électricité. Si un pays veut construire une infrastructure d'ampleur, il est parfaitement compréhensible et tout à fait accepté que le projet doit être évalué en coopération avec les pays en aval pour faire en sorte que les impacts négatifs soient atténués. Oui, exactement, en coopération. Mais il y a aussi des conflits sur cette question. Judith, avez-vous un commentaire ? Il y a nombre de points chauds où l'eau est un problème. Comment l'Union européenne et le Parlement voient les choses ? Eh bien, l'eau a toujours été un élément déclencheur de guerre. Et bien souvent, là où il n'y a pas d'eau, il y a des armes. L'eau a été source de conflits. On ne peut détenir ni un fleuve, ni son cours. On doit partager, ce qui veut dire qu'il faut signer des traités sur son utilisation. On l'a fait en Europe pour le Rhin et la Meuse, et je pense que ce pourrait être un exemple pour les autres continents. Loïc, vous allez participer au Forum mondial de l'eau à Marseille. Dans quelle mesure le sujet sera abordé au forum et comment allez-vous vous attaquer au problème ? Oui, ce sera l'une des questions les plus importantes que nous allons aborder. Mais vous savez, la situation dont vous parliez concernant le Nil s'explique par des changements dans la croissance démographique, de nouvelles formes de pollution ou d'urbanisation. Et à mesure que la situation évolue, un nouveau type de réponse et de technique est nécessaire. Ok, l'Union européenne est le plus important donateur en matière d'aide pour l'eau. De quelle façon l'initiative européenne pour l'eau s'occupe-t-elle des conflits tels que celui qui pourrait éclater entre l'Égypte et l'Éthiopie, celui qui s'est produit au Darfour et celui auquel nous assistons entre Israéliens et Palestiniens, des conflits où l'eau joue un rôle très important. Judith, que fait l'Union pour tenter de régler ces problèmes ? Premièrement, il y a la politique que nous menons et deuxièmement, nous lançons un partenariat d'innovation européen sur l'eau pour soutenir l'innovation dans l'objectif de réduire l'empreinte en eau, c'est-à-dire les conséquences de l'activité humaine sur les ressources en eau et en tirer le maximum pour produire de l'électricité. Hicham, qu'est-ce que l'Union européenne devrait faire selon vous pour résoudre ces problèmes ?
Ce que je peux dire, c'est que l'Union fait beaucoup et elle pourrait faire plus en apportant son soutien aux pays du bassin du Nil et d'Afrique du Nord, en leur donnant des capacités de production et du soutien technique pour améliorer le rendement de l'eau et la conservation de l'eau. Loïc, comment ces capacités de production pourraient-elles être mises en œuvre? Je voudrais dire que c'est très important pour les pays en situation de pénurie d'eau d'avoir davantage de capacités de production. C'est pourquoi le Conseil mondial a demandé lors des négociations sur le climat de mettre l'eau au même niveau que l'énergie et d'aborder les deux questions ensemble. Ok, Judith, d'après l'intergroupe eau au Parlement européen, l'investissement global dans le secteur de l'eau sera porté à près de 500 milliards d'euros d'ici 2020. Le secteur privé devra-t-il en financer la majeure partie et d'où viendra l'argent? Eh bien, nous devrons le trouver. L'Union devra le trouver et elle devra trouver des partenaires privés. Mais si la prochaine question que vous allez me poser, c'est « l'eau sera-t-elle privatisée ?», ma réponse est absolument pas. Ok, Hicham, quelle est votre opinion? Je suis d'accord avec Judith sur le fait que l'eau ne sera pas privatisée. Le gouvernement a un rôle à jouer, en particulier en matière de fourniture d'eau potable et de gestion des eaux usées qui relèvent des droits de l'homme. Nous devrions offrir ces services gratuitement. Bien entendu, tout ça a un coût, mais l'eau reste une denrée gratuite. Loïc, vous travaillez pour un fournisseur d'eau privé et certains critiquent le fait que l'organisateur principal de ce forum, à savoir le Conseil mondial de l'eau, promeut la privatisation du secteur de l'approvisionnement en eau. Le militant canadien Tony Clark décrit le Conseil mondial de l'eau comme un écran de fumée cachant le lobby de l'eau. Qu'en pensez-vous? C'est ce que certains disent depuis 50 ans et ces personnes sont toujours présentes au forum pour discuter avec qui bon leur semble. Je suis ici en tant que président du Conseil mondial et pour répondre à votre question, l'eau est sans aucun doute une ressource publique et c'est l'affaire des gouvernements et parfois des autorités locales de s'occuper de l'eau et de trouver le bon équilibre entre trois piliers: gouvernance, finance et savoir. L'initiative européenne pour l'eau s'apprête à adopter une nouvelle stratégie lors de ce forum. Comment peut-elle empêcher les conflits sur l'eau? Eh bien, tout d'abord en changeant notre propre empreinte. L'Union européenne a une empreinte en eau très importante, près de la moitié de celle des États-Unis, mais son niveau est encore très élevé. Nous devons faire nos preuves avant de donner l'exemple aux autres régions du monde. Nous devons moins gaspiller, mais nous pourrions aussi développer toutes sortes de solutions ingénieuses pour utiliser et consommer moins d'eau, par exemple pour les eaux usées. Ok, dernière question. À l'échelle de la planète, plus d'1 milliard d'êtres humains ont des difficultés d'accès à l'eau potable. Quel est le pire scénario si nous ne progressons pas plus rapidement dans la lutte contre le manque d'eau? Y aura-t-il des famines d'ampleur, des migrations de masse? Hicham. Eh bien, vous décrivez le scénario du pire. Je ne pense pas que nous en arriverons là. Je pense que la technologie et la coopération vont nous permettre d'éviter ce scénario du pire. Ok Loïc, qu'en pensez-vous? Sommes-nous proches de la catastrophe? Je suis sûr que mon collègue approuve l'idée qu'à l'avenir, nous devrons lutter contre le manque d'eau, non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les très grandes villes et dans leurs banlieues. C'est l'un des problèmes majeurs à résoudre dans le futur. Et j'espère que tous ceux qui viendront au forum apporteront leurs réponses, les partageront et transformeront les solutions en engagements. Judith, un dernier mot. Sommes-nous proches de la catastrophe? Est-ce qu'il est encore temps d'agir? Luttons-nous vraiment contre ce qui pourrait se traduire par des migrations massives et de la famine pour un grand nombre d'êtres humains dans le monde? Nous avons assisté à de nombreux flux migratoires dans le monde qui avaient pour raison des ressources, telles que l'eau, l'argent ou d'autres ressources naturelles. Et donc cela risque vraiment de se produire à nouveau. Pour l'éviter, nous devons partager notre savoir, nous devons innover et surtout, nous devons faire preuve de solidarité envers les autres. Merci Judith, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Hicham Kandil, Judith Merkis et Loïc Fauchon. C'était Chris Burns, à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.